IDFM 98 de la bande FM, Radio Anguin, Au-delà du miroir ce soir. Au-delà du dernier souffle, c'est le titre du livre du docteur Constance Hiver Elhomme. C'est son deuxième livre. Elle a d'abord enseigné la méditation avant de se tourner vers des études de médecine. Et c'est son deuxième livre, le premier livre. Bonsoir docteur Constance Hiver Elhomme. Le premier s'appelait comment ? Apprivoiser le dernier souffle. Apprivoiser le dernier souffle. Et là, c'est Au-delà du dernier souffle. C'est aux éditions du Souffle d'Or. Vous êtes gérontologue, on dit ? Non, je ne suis pas gérontologue. Je suis médecin en soins palliatifs. Vous êtes médecin en soins palliatifs. Votre travail consiste à accompagner des personnes ? À accompagner des personnes qui ont une maladie grave, qui sont confrontées à la mort, soit parce qu'ils ont une maladie grave, soit parce qu'ils accompagnent quelqu'un qui arrive à la fin de sa vie ou qui est confronté à une maladie grave. Enfin, j'accompagne des personnes qui sont confrontées au fait que chacun de nous est mortel. Donc pas forcément des personnes âgées, ça peut être aussi des personnes jeunes. Absolument. Vous avez une préface du docteur Yasmine Liénard, qui est psychiatre et enseignante de méditation de pleine conscience, qui est une super belle préface qui dit que la mort est devenue tabou dans une société plutôt matérialiste et les personnes âgées sont souvent mises au bas de la société car l'altération de leur état physique, de leur capacité cognitive nous effraie souvent et nous renvoie à notre propre finitude. C'est vrai que ça nous fait peur. Actuellement, oui, dans notre civilisation, dans notre époque, c'est quelque chose qui fait peur. Et j'essaie de proposer un autre regard. Je prends le temps de bien expliciter dans au moins un des chapitres de mon livre, du second livre, c'est que chacun de nous, à la naissance, c'est comme si notre être commençait à enfiler notre être profond. C'est pas notre âme, c'est pas l'âme et le corps, mais c'est beaucoup trop restrictif. Mais c'est comme si notre être profond commençait à enfiler le gant de sa vie sur Terre. Et le gant de sa vie sur Terre, c'est le corps, mais c'est pas que le corps. C'est tous les lieux qu'on va habiter, c'est les situations auxquelles on va être confronté, c'est les gens auxquels on va être lié par des éléments faciles ou moins faciles, peu importe. Mais tous ces milliers de fils qui vont nous relier à notre vie sur Terre. Et donc ça peut être aussi des objets ou des lieux, ou des maisons qui vont être importants pour nous. Et en fait, je me suis rendu compte que dans toutes les civilisations, 7 ans, c'est un âge un peu charnière. Chez nous, on dit l'âge de raison. Et c'est comme si, jusqu'à à peu près 7 ans, on prend à peu près 7 ans, mais ça peut être un peu moins, un peu plus, pour entrer dans ce gant. C'est pour ça qu'on dit que les petits sont encore en lien, maintenant c'est quelque chose qui est relativement admis en psychologie, que les petits, avant cet âge de raison, peuvent encore capter des choses. Alors c'est maman, je vais jouer avec Julien dans le jardin, et la maman dit, mais il n'y a personne dans le jardin. Alors le petit enfant comprend très vite qu'il ne doit pas parler de Julien, parce que ça met la maman mal à l'aise. Mais en fait, il joue avec Julien. Et puis la maman, elle raconte à sa propre mère ou à quelqu'un de sa famille, son entourage, oh, tu sais, il est drôle, il s'invente un petit copain, Julien. Et là, la grand-mère devient toute pâle et dit, tu sais, on t'en a jamais parlé, c'était trop difficile, mais on a eu un petit garçon qui s'appelait Julien avant toi, et qui est mort 6 mois avant ta naissance, par exemple. Donc c'est quelque chose qui est admis en psychologie. J'ai découvert que les petits, la petite enfance, on capte encore des choses, on est encore relié à d'autres plans de vie. Et en fait, dont je me suis rendu compte, c'est dans toutes les sociétés primitives, où j'ai les peuples racines, les Amérindiens, 50 ans est un âge un peu charnière. Alors chez certains, j'ai découvert il n'y a pas longtemps, c'est 52 ans, c'est 50 ans, c'est un peu comme 7 ans. Et je me suis rendu compte qu'on devient donc un ancien dans ces sociétés. Et en fait, je me suis rendu compte qu'à partir de 50 ans, c'est comme si cet être profond dont je parlais tout à l'heure, qui est plus que l'âme, se retire petit à petit de ce gant de la vie sur Terre. Donc on entend moins bien, ou on se ride un peu, et comme on est dans une époque très matérialiste, on ne perçoit que ces dimensions du gant qui se ride, qui devient moins beau, qui perd des capacités, qui a mal à droite à gauche, qui entend moins bien, qui selon les gens ça va se manifester de façon diverse. Peut-être on va perdre la mémoire, peut-être
mais en fait c'est le gant qui se racornit. Et en fait, on est dans une société tellement matérialiste qu'on ne perçoit pas que l'être profond, qui n'est pas ce gant, est en train de réaccéder à cette dimension qu'il connaissait en étant petit. Et donc il réaccède, il a la possibilité de se rebrancher beaucoup plus aisément sur d'autres dimensions. Sur d'autres plans. Mais ce gant, en général, quand on met un gant, c'est pour nous protéger. Alors, c'est une image, hein. Comme toutes les images, toutes les images, elles ont leurs limites. Hein. C'est pas, là, quand j'évoque le gant, c'est quelque chose dans quoi on entre et quand on ressort. Voilà, c'est-à-dire on met autour de nous des protections qui sont la famille, l'éducation, la maison, le travail, c'est-à-dire tout ce qui fait... Mais c'est pas forcément des protections, parce que dans ce gant, on peut être... en ce qui me concerne, j'étais extrêmement inconfortable quand une fois que j'étais dedans. Mais beaucoup de personnes peuvent être très inconfortables, mais néanmoins à partir de 7 ans on y est, on y grandit plus ou moins, mais ça peut être, moi j'étais, en ce qui me concerne, je vous dis, je n'ai accepté qu'à 30 ans d'être là, d'être dans ce gant, d'avoir ce gant qui me limitait quelque part. Je me sentais très limitée par ce fait d'être sur Terre, d'être dans un corps que je refusais complètement. J'ai mis très longtemps à accepter, puis jusqu'au moment où je me suis rendu compte que c'est une chance extraordinaire d'être sur Terre. Donc ok, j'accepte tout ce frottement, toutes ces difficultés que ça peut représenter, toute cette rudesse, cette grossièreté que ça peut... C'est quelque chose de... La vie sur Terre est quelque chose de rude, ça frotte, c'est très concret, c'est très matériel. Donc ça c'est difficile. Donc c'est pas forcément en termes de protection. Oui, vous dites que de toute façon, personne sur notre Terre ne peut traverser la vie sans une crise existentielle, sans une ou plusieurs crises. Voilà. On traverse tous des crises existentielles. Qui sont la naissance, la mort. Ça peut être la perte d'un doudou, ça peut être des choses très variées. Ça peut être la maladie grave, mais ça peut être aussi un événement de vie très difficile, hein, la mort d'un proche quand on est très petit, ou c'est assister à, ça peut être des choses très très violentes comme assister à un meurtre, ou ça peut être la guerre, ou ça peut être des choses très variées, ça peut être des choses très très diverses. On traverse tous mais ça peut être des choses aussi, on a rêvé toute notre enfance d'avoir une moto quand on aurait 14 ans, je crois que ou 16 ans, je ne sais pas quel âge on a le droit d'avoir une moto, et puis on économise, on travaille l'été, on travaille quand on peut, on fait des petits boulots, on a une moto, et puis le premier jour, où elle se fait voler, ou alors on a un accident avec, nous on s'en sort indemne, mais la moto est fichue, enfin des trucs, et puis on est complètement ébranlé. Ou alors ça peut être on se retrouve au chômage, et donc c'est des événements plus ou moins où je vous dis, ça peut être la perte d'un doudou qui nous ébranle complètement. Parfois c'est des choses ridicules, quelque part. Donc pour en revenir au gant, donc vous faites une similitude entre le gant qu'on se forge avant ses 7 ans et celui dont on devrait se défaire après ses 50 ans. C'est pas qu'on se devrait, c'est que ça se fait. Ça se fait. Ça se fait. Inexorablement, on se retire de ce gant. Mais il y a des gens qui ne veulent pas le lâcher. Parce alors pour moi, je le vois comme le résultat du fait qu'on est dans une société extrêmement matérialiste, extrêmement rationaliste, rationnelle, et du coup on ignore totalement cette dimension autre de l'être profond, de ces dimensions de quelque part de vie, si vous voulez, de vie avec des majuscules. C'est-à-dire qu'on ne regarde que ce gant. On ne regarde que cette dimension matérielle, alors avec l'intellect aussi, la dimension psychologique. Mais on ne part pas avec la psychologie, on ne part pas avec notre intellect, on ne part pas avec le corps. On part avec notre être. Être profond. Mais il y a des personnes qui se raccrochent au matériel. Absolument. Parce qu'ils ont l'impression j'ai accompagné des personnes de 100 ans qui veulent rien lâcher. Qui veulent rien lâcher. Néanmoins, elles sont quasi en dehors de leur gant, leur être est quasi complètement sorti du gant. Et néanmoins, elles sont encore parce que toute notre société ne regarde que le gant. Oui, donc on n'a pas la conscience. On n'a pas la conscience d'une autre dimension. C'est pour ça que je parle beaucoup avec les familles, beaucoup avec les patients quand je peux, pour essayer d'évoquer un peu cette dimension. Et cette image du gant semble aider beaucoup de gens à voir qu'il y a d'autres choses qui se passent. Et de toute façon, même si on refuse cette dimension de l'être ou cette dimension, de toute façon, on s'en retire inexorablement. Et j'ai une autre image que j'aime beaucoup et
j'évoque très très souvent avec des patients ou des familles ou des personnes quand je parle de ces processus de fin de vie, c'est l'image de la chenille et du papillon. C'est une phrase de Lao Tzu qui dit « Ce que la chenille appelle la fin du monde, le maître appelle un papillon ». Et souvent on dit « Oh mais c'est plus ce qu'elle était ». Dans mon second livre, j'évoque les 10 ans de la fin de vie de ma mère, après la mort de mon père. Alors je me souviens de personnes qui me disaient « Oh mais quelle tristesse, c'est plus ce qu'elle était ». Et c'est vrai que quelqu'un de très âgé, c'est rare que la personne garde toutes ses capacités, garde toutes ses... Et c'est en fait... On regarde simplement le gant qui se racornit et avoir conscience que le cocon devient, le cocon s'étiole, le cocon devient moche. Vous dites on regarde simplement la chrysalide. Oui, c'est ça, la chrysalide. On ne voit pas le papillon qui est à l'intérieur. Absolument. Ce livre fait suite au premier que vous avez publié au Souffle d'Or. Là, vous partagez avec un point de vue un peu élargi sur ce que vous avez vécu depuis la sortie de ce premier livre. Ce livre est aussi plutôt un libérateur de joie. Il n'est pas mortifère, mais qui peut déranger certaines personnes. Ce n'est pas un livre pour se faire peur. Une certaine joie quand même dans ce livre. Non. Il n'est pas mortifère, mais qui peut déranger, parce que le sujet dérange pas mal de monde. Mais j'ai vu beaucoup de gens avoir un recul. Déjà avec le premier, à apprivoiser le dernier souffle, j'ai vu beaucoup de gens avoir un recul. Là, et puis de la famille, des proches aussi. Et puis une fois qu'ils me disaient « Ah mais non, ça ne fait pas peur, ça ne fait pas du tout peur ». Et en fait, c'est même libérateur. Parce que effectivement, je propose un regard qui est complètement autre, je m'aperçois avec les patients, avec les familles, que c'est un regard que la vie m'a donné de développer, qui fait que on voit les situations comme enrichissantes. Quelle que soit la situation, il y a toujours une opportunité de richesse, d'enrichissement. Donc effectivement, ça ne fait pas peur. Ce que j'essaie de partager au long de ces 2 livres. Alors, au moment de la mort, la personne, quand elle pense qu'elle va mourir, la personne se sent menacée dans ses fondements. Elle se sent en danger de mort, consciemment ou non, quand elle traverse ces crises. C'est pas quand elle se sent mourir, c'est à travers les crises existentielles. Voilà. Parce que je parle des crises existentielles. On se sent menacé dans ses fondements, effectivement. Quand on traverse une crise existentielle, c'est une crise d'existence. Donc on se sent en danger, consciemment ou non. Un danger de mort. Voilà. Et c'est pour ça que, tout à fait, c'est pour ça que c'est une crise existentielle. Toute l'énergie intérieure de l'être confronté à ce danger est rassemblée, mobilisée pour résister. Et il y a là une occasion, une chance que l'on peut parfois saisir de proposer à l'être en détresse une nouvelle direction, une nouvelle pente, un repentir. Constance Hiller et l'homme, il vous semble important de souligner que l'être qui vit une telle crise est absolument seul maître à bord et qu'il faut faire attention, il faut être très attentif justement au fait de le laisser seul à bord. Mettre à bord. C'est que beaucoup de gens sont pleins de bonnes intentions ou bien savent que l'autre doit comprendre telle chose, ou je mets des guillemets à tout ça, ou savent qu'ils devraient s'ouvrir à telle ou telle chose, alors qu'en fait chacun de nous a son propre rythme et on ne peut jamais forcer l'éclosion d'un œuf, on ne peut jamais forcer l'éclosion la sortie de papillon la sortie du cocon d'un papillon. Si on force les choses, on a une omelette, ou alors on a un papillon qui ne pourra pas déployer ses ailes. C'est donc le rythme de chacun, et chaque personne, quand vous proposez, vous voyez quelqu'un en détresse, et que vous proposez, mais tu devrais peut-être faire telle chose, ou est-ce que tu ne crois pas que telle chose pourrait t'aider, et que la personne dit non, 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 et bien c'est qu'elle sait, elle, au fond d'elle, que ça ne colle pas, ça n'est pas adapté, ou que ce n'est pas le moment. Donc c'est fondamental d'être totalement respectueux du chemin de l'autre, même si l'autre est en détresse et qu'on ne peut pas l'aider, qu'on est confronté à une impuissance. Et quand ça se passe au moment de la fin, la vraie fin, souvent on ne peut plus rien dire. On est coincé à ne plus pouvoir parler, à ne plus pouvoir communiquer, parce qu'il y a un tel... c'est difficile de trouver les mots. C'est pas toujours des mots. C'est pour ça que c'est quelque chose que j'évoque aussi beaucoup. Enfin, je veux dire, dans mon exercice, c'est le fait que c'est pas forcément des mots. C'est quel regard on porte sur ce qui est en train de se passer. Si on regarde la chrysalide qui est en train ou le cocon, vous voyez, qui est en train de se déshabiter complètement, ou qui devient tout moche, qui devient vraiment moche. Un cocon dont le papillon est sorti, c'est moche. Puis ça devient poussière, ça devient...
si on regarde que ça, c'est-à-dire qu'on regarde que le corps qui est devenu tout racorni ou tout rétracté ou tout, oui, ça devient très laid. Hein, ou la personne qui a complètement perdu la tête ou qui ne nous reconnaît même plus, c'est très laid. Si notre regard intérieur, je dirais, et même notre regard, enfin voilà, notre vision ne revoit que ça, hein, effectivement, c'est très très difficile. Mais on peut avoir l'opportunité de s'ouvrir à autre chose, au fait que, même si on ne le voit pas, mais si on peut avoir la perception intérieure qu'il y a d'autres dimensions qui sont en train d'émerger. Et à ce moment-là, c'est pas si dur. Et c'est pas une histoire de mots. Et quand on voit les choses autrement, on offre un autre espace. Et on anime un autre espace pour l'être qui est en train de sortir de sa coquille, de cette coquille-là. Il y a un moment où vous faites allusion quand même aux maisons de retraite. C'est vrai qu'on essaye de les fuir tellement on en a peur. Oui. Et les maisons de soins palliatifs, c'est un peu la même chose. Alors pour les services de soins palliatifs, hein, moi j'ai été responsable du service de soins palliatifs pendant 7 ans, mais c'est vrai que j'ai aussi accompagné des personnes pendant 4 ans. J'étais médecin d'un ce qu'on appelle un réseau de soins palliatifs, c'est-à-dire que j'allais au domicile des gens, je venais en soutien des médecins traitants, je faisais un peu en tant que médecin la coordination entre tous les acteurs, de personnes, des soignants auprès de personnes confrontées à la maladie grave jusqu'à la fin de vie. Et ça m'est arrivé souvent de proposer aussi à des patients hospitalisés, de proposer un séjour en service de soins palliatifs. Alors j'avais des reculs, ça fait peur. Les gens avaient extrêmement peur. Et puis j'ai eu tout un tas de fois où les gens, parce que je leur disais, mais attendez, c'est pour une semaine par exemple, ou bien 15 jours ou 10 jours, hein, j'essayais de limiter le temps pour que ça fasse moins peur. Et puis c'est pour ajuster votre traitement par exemple contre la douleur, ou pour que vous soyez moins... pour prendre le temps d'ajuster votre traitement, par exemple. Ou alors ça peut être pour apporter un répit à la famille, parce que quelquefois avoir un malade grave qui arrive vers la fin de sa vie à domicile, c'est lourd. Voilà, ça peut devenir épuisant pour certaines familles. Et c'est normal, parce que... Et donc j'ai en tête justement un patient comme ça, mais il a fallu 3 mois pour qu'il accepte d'aller en service de soins palliatifs. Il est resté 1 mois ou 1 mois et demi, je ne sais plus, ce qui a apporté un répit à tout le monde. Et puis lui s'est rendu compte, mais c'est pas un mouroir, c'est un lieu de vie. Et puis même c'est un lieu de vie parce que on se concentre sur la vie. La vie prend une intensité complètement autre et qu'on accueille, qu'on apprend à accueillir. Et après il est retourné, le monsieur à qui je pense, il a vécu encore, je ne sais pas combien de temps, enfin un bout de temps après, puis il est retourné encore 2 fois. Alors c'est la dernière fois, c'est lui qui a choisi d'y aller, puis il est mort la 3e fois. Il est allé. Mais il n'avait plus peur d'y aller. Il y allait au contraire volontiers. Ou je pense à un autre patient qui m'avait dit « Ah, mais je ne savais pas que c'était comme ça » quand il est revenu, quand je l'ai revu en hôpital de jour, hein, après un séjour en unité de soins palliatifs, il m'a dit « Ah, mais je ne pensais pas que c'était comme ça ». Et puis, les maisons de retraite, c'est encore autre chose. Les maisons de retraite, c'est avoir... Alors, c'est vrai que la première fois qu'on va dans une maison de retraite, ça peut être un peu cauchemardesque. Hein. Ça peut vraiment faire peur, ou être un peu cauchemardesque. On trouve c'est horrible, tous ces gens âgés, puis il y en a certains qui perdent la tête, il y en a qui sont dans leur fauteuil, qu'il faut aider à manger, ça sent pas très bon. Ça sent pas toujours très bon, mais et en fait, il y a quand même une énorme attention qui est portée sur la bientraitance, malgré tout. Donc quand on suspecte qu'un soignant est maltraitant, par exemple, je peux vous dire qu'il est très vite renvoyé, qu'il est très vite... Alors c'est vrai qu'on ne peut pas tout... Oui, il n'y a pas assez de personnel quand même. Voilà, tout. Mais néanmoins, au domicile, il y a beaucoup de maltraitance, très souvent, parce que qu'on ne voit pas. Mais en maison de retraite aussi, mais c'est beaucoup moins parce que les gens se succèdent et puis on y est extrêmement attentif. Donc si on soupçonne le moins du monde une maltraitance, je peux vous dire que ça passe pas comme ça. Et puis en plus, les gens se succèdent et quand on a un proche, on ne peut pas faire autrement de mettre un proche en maison de retraite. Il y a souvent beaucoup de culpabilité. Moi, je travaille beaucoup avec les familles par rapport à ça. Mais c'est vrai qu'en maison de retraite, les soignants se succèdent, alors qu'au domicile,
c'est la famille qui se succède, avec éventuellement un ou deux passages de soignants, mais c'est extrêmement lourd. C'est extrêmement lourd et épuisant. Donc on n'a pas la disponibilité pour accompagner vraiment notre proche ou pour recevoir ce qu'on a à recevoir, même si ce ne sont pas des choses faciles. Puis on finit par en vouloir à notre proche. Dans les maisons de retraite, quand même, les personnes, elles ont un peu peur. Elles se disent, oui, on va nous faire boire un bouillon de 11 heures, comme vous dites dans votre livre. Alors, moi, les bouillons de 11 heures, j'ai plus... Oui, enfin, ça peut être en maison de retraite ou à l'hôpital, hein, ou à domicile. Moi, la première fois que j'ai entendu parler du bouillon de 11 heures, c'était un patient un monsieur âgé, hein, qui pensait que mais parce que ça se faisait dans sa province, c'est quelque chose qui se faisait avec les vieux, à domicile. Quand il y avait un vieux qui durait un peu trop, on lui donnait le bouillon de 11 heures. Et depuis, j'en ai parlé à d'autres personnes, oui, c'est un truc qui est dans les esprits. On donnait le bouillon de 11 heures. Alors il y a beaucoup cette peur de l'euthanasie qui est encore très présente chez des gens, en particulier chez des gens âgés. Donc moi, il m'arrive très 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 souvent avec les gens âgés de leur dire, même s'ils sont complètement à côté de la plaque, s'ils sont tout à fait confus ou délirants ou même dans le coma, je leur dis, vous savez, les seules choses qu'on fait, ou les seules choses c'est d'essayer que vous soyez moins inconfortable. Et puis en aucun cas on va accélérer les choses, mais en aucun cas non plus on va chercher à vous retenir à tout prix. On essaie juste que vous soyez le moins inconfortable possible. Oui, vous avez un chapitre sur l'euthanasie en disant que... Enfin, j'ai pas un chapitre sur l'euthanasie. C'est pas un chapitre sur non, c'est pas un chapitre sur l'euthanasie, c'est un chapitre sur le fait de partir plus ou moins vite. Vous dites que c'est quand même un moment aussi, c'est aussi une expérience. La fin de vie, enfin le moment de mourir. C'est un processus. Oui, c'est-à-dire, qui est plus ou moins rapide. C'est un processus, qui est plus ou moins rapide. Mais il y a des gens qui meurent dans un accident, c'est extrêmement douloureux ou difficile pour les proches. C'est tout à fait, c'est très très difficile. Alors on se dit, j'aimerais mieux mourir dans mon sommeil, mais ça peut être aussi très difficile pour les proches, hein, de mourir dans son sommeil, parce que les proches se retrouvent tout à coup complètement perturbés. Surtout s'ils sont dans le même lit, ça arrive. Oui, bien sûr que ça arrive. Et alors qu'on ne s'y attendait pas. Ça, c'est très difficile à vivre après. Mais alors que c'est vrai que quand il y a un temps quand le cocon met quelques temps, hein, soit quelques années, soit quelques jours, si c'est pas brutal, on a le temps de s'y faire. En tout cas, on a l'opportunité. On ne la saisit pas forcément, on a cette opportunité de se préparer. Même si on n'est jamais tout à fait prêt, on a une opportunité malgré tout. Puis d'apprendre à ajuster son regard. C'est ce que j'essaie beaucoup de partager, mais d'ajuster son regard sur d'autres plans. Comprendre qu'il y a autre chose, que c'est pas juste oui, il y a des choses qui disparaissent sur un plan, mais sur d'autres, il y a quelque chose qui s'enrichit. On a l'occasion de s'ouvrir. Vous êtes à l'écoute d'IDFM sur le 98 de la bande FM. Et nous parlons dans cet Au-delà du miroir du livre Au-delà du dernier souffle du docteur Constance Hiver et l'Homme, publié au Souffle d'Or, collection Chrysalide. Il y a un autre passage dans le livre qui nous permet, parce qu'il y a plein de gens qui prévoient leur mort. Moi je veux pas ci, moi je veux pas ça. Moi j'aimerais pas que ma fille assiste à ma mort, par exemple. Et on ne peut pas savoir comment on va mourir. Non, personne ne sait. Personne ne sait. Et effectivement, on peut mourir brutalement, ou on peut mourir dans son lit, dans son sommeil, ou bien on peut perdre complètement la tête, hein, et se mettre à dérailler complètement, et devenir totalement dépendant. Et dans ces cas-là, on ne pourra plus dire, hein, ce qu'on veut ou non. Donc actuellement il y a la possibilité de faire des directives anticipées, hein, de noter ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas. Et moi j'encourage beaucoup les gens, même si c'est pas dans la loi, dans le texte de la loi, mais en profiter pour dire si on a cette peur, hein, si on a cette crainte, mais tout le monde n'a pas cette peur-là de vouloir, ce désir de contrôler ou de dire ce qu'il voudrait ou non. Mais quand on émet des désirs, pour moi, faudrait être conscient qu'on ne sait pas comment on va mourir. On ne sait pas si ce sera après une intervention et on sera complètement dans le cirage et qu'on sera incapable de dire. On ne sait pas. Donc, s'il y a des choses qui sont importantes, savoir les dire avant. Oui, c'est ça, c'est bien d'en parler, docteur Constance Hiver et l'Homme. Hiver et l'Homme. C'est bien de pouvoir en parler, de pouvoir dire à ses enfants
moi j'aimerais pas un acharnement thérapeutique ou moi Et je encore, faut-il savoir préférerais qu'est-ce que ça veut dire, un acharnement thérapeutique. moi je Ouais. préférerais mourir chez moi qu'aller à l'hôpital. Il faut d'avoir quand même au moins un petit peu des jalons pour savoir ce que la personne aimerait si elle perd la tête. Par exemple, oui. Oui. Moi, je me souviens d'une patiente que j'ai eue qui avait une maladie neurologique qui est d'évolution assez lente et qui avait bien exprimé qu'elle ne voulait pas de perfusion, si à un moment donné elle ne pouvait plus boire elle-même, si elle ne pouvait plus s'alimenter, qu'elle ne voulait pas être alimentée de façon artificielle, qu'elle ne voulait pas de perfusion d'eau, d'hydratation, qu'elle voulait bien des soins de bouche, mais c'est tout. Et on n'avait pas, elle avait écrit ça dans des directives anticipées qu'on n'avait pas. Et puis il y a eu un moment, effectivement, elle ne pouvait plus boire, donc on lui a mis une perfusion. Et à ce moment-là, elle a pleuré à grosses larmes. Et puis on a eu, entre les mains, 24 heures après, ou dans les 12 heures qui ont suivi, on a eu en main les directives anticipées. Et à ce moment-là, on lui a dit, on n'avait pas vos directives anticipées, on a vu, on respecte complètement. Oui, mais est-ce que c'est pas plus douloureux pour la personne qui va mourir si elle n'est pas hydratée, s'il n'y a pas de glucose? Non, l'expérience montre que non. D'accord. Ce qui semble important C'est la dans bouche. le confort, c'est les soins de bouche, mais c'est pas toujours accepté. Donc ça dépend. Il faut les laisser guider par les réactions de la personne. C'est toujours un peu délicat de parler de ça. Donc on a parlé un peu du cauchemar des maisons de retraite. Et pourtant elle nous décharge de bien des soucis. Absolument. C'est un poids très lourd à supporter. Et heureusement qu'elles sont là quelque part. Dans mon livre, quand je parle de ça, j'essaye de montrer en quoi c'est une opportunité. En quoi on a une opportunité en tant que proche, enfin en tant que famille ou personne qui avons un proche en maison de retraite. Quelle est l'opportunité? De quoi est-ce qu'on peut se saisir? Il y a quelque chose, il y a une richesse à saisir. Et ça, j'essaie de le partager dans ce livre. Donc sur la médication, peut-être savoir aussi de manière anticipée si on veut ou non avoir une mort assistée à la morphine ou kétamine. C'est-à-dire si on veut avoir une mort consciente ou est-ce qu'on se laisse aller? La mort consciente, il y a beaucoup de gens que j'ai entendu dire mais je veux pas de traitement parce que je veux une mort consciente. Mais ça veut dire quoi une mort consciente? Une mort consciente, quelqu'un qui souffre horriblement, sa conscience non, elle est par ailleurs, justement, elle est vraiment dans la douleur. Il y a une personne qui a très bien écrit là-dessus, c'est Christiane Singer qui a écrit dans les derniers mois de sa vie et qui dit, alors c'est une femme qui a beaucoup accompagné d'autres personnes, qui a beaucoup animé de stages, et elle disait, mais quand j'ai eu cette pompe à morphine, j'étais soulagée, je me suis retrouvée. Mais de la conscience, c'est quelque chose de beaucoup plus profond que le mental, que l'intellect. On ne part pas avec notre mental et notre intellect. Donc c'est pas avec le mental et l'intellect qu'on est conscient. On reproche souvent à la morphine d'endormir tellement les personnes qu'ils sont dans un rêve. La morphine n'endort pas. J'ai beaucoup de patients qui ont eu de la morphine et qui travaillent. Parce qu'ils sont mieux avec la morphine, qui revivent quand ils ont des antalgiques. Mais par contre, c'est vrai qu'avec la morphine, soit quand on commence la morphine pour des douleurs chroniques, soit quand et intenses, soit quand on augmente les doses, parce qu'il y a un besoin d'augmenter, très souvent, effectivement, il y a une phase de somnolence pendant quelques temps, pendant quelques jours, mais ça ne dure pas un mois. Et puis on ne tombe pas le nez dans notre assiette. Sinon, c'est que c'est pas ajusté, c'est pas les bonnes... c'est pas L'important, c'est de reconnaître notre tristesse quand on voit quelqu'un qui va partir. Et parce que vous dites que nous faisons partie du gant de celui qui nous quitte. C'est-à-dire qu'on fait tous partie du gant. Je disais que ce gant qu'on enfile dans les premières années de notre enfance, ce gant de notre vie, c'est constitué des gens avec qui on va être en lien, je parlais des lieux, des professions, mais aussi des gens donc aussi, auxquels on va être lié d'une façon agréable ou moins agréable, peu importe. Sa famille, ses amis. Voilà, mais donc nécessairement on fait partie du gant. On fait partie de la famille, d'autres personnes, on fait partie des connaissances d'autres personnes. Donc tout ça, on fait partie, tout est interrelié. Donc c'est pour ça que je dis qu'on fait partie du gant les uns des autres. D'où l'intérêt de ne pas trop vouloir que la personne qui meurt s'en aille pas trop vite, c'est-à-dire de lui laisser la possibilité de partir, de lui donner l'autorisation.
J'ai pas compris votre question. D'où l'intérêt de, si on fait partie du gant d'un autre, de ne pas s'accrocher à cette personne, c'est-à-dire de ne pas de donner l'autorisation de partir. Mais c'est tout un chemin, parce qu'on peut le donner à un certain niveau et pas être prêt à d'autres niveaux. Donc reconnaître que c'est tout un processus. Puis parfois c'est un processus qui continue même après la mort de la personne. Parce on a lâché jusqu'à un certain point, mais pas totalement. Est-ce qu'on lâche un jour complètement? C'est un processus. Je ne sais pas, je ne peux pas répondre à cette question. C'est un processus. Vous voyez, donc la vie évolue tout le temps, elle n'est jamais statique, elle n'est jamais bloquée. Elle peut être bloquée, paraître bloquée à nos yeux, elle peut paraître bloquée un certain temps ou pendant des dizaines d'années, et puis il y a des choses qui se passent. Et la mort fait partie de processus, de mouvement. Oui, vous dites que c'est une réalité qui nous dépasse. Docteur Hiver, hello, mais vous arrivez d'accompagner donc des personnes qui sont en fin de vie, et vous parlez d'une femme à qui vous lui avez demandé si elle voyait son mari qui était déjà mort. Et cette femme a eu un regard très noir en vous disant qu'elle ne le voyait pas. Alors, oui, c'est toujours compliqué de demander aux gens si... C'était une personne, donc c'est un exemple que je décris très en détail dans ce livre, mais c'était une personne très âgée. J'avais appris par sa fille qu'elle avait perdu son mari quelques années avant et que ça l'avait beaucoup déstabilisée. Et quand j'ai été amenée à la voir, elle suffoquait à moitié, elle avait une grande insuffisance respiratoire et était très angoissée avec ça. L'infirmière m'avait dit il faut faire quelque chose. Donc je vais la voir. Je l'ai découverte comme ça, cette dame. Et puis je lui ai dit il me semble que vous êtes gênée pour respirer, parce qu'il y a des gens qui paraissent très gênés et puis ils sont ah non, je suis pas gênée. Et puis donc je ne vais pas donner des médicaments pour autant. Et puis il y en a d'autres qui ont l'air de respirer normalement, et puis mais en fait ils sont très gênés. Donc il faut donc c'est juste ça, c'est une petite aparté pour dire que c'est pas toujours ce qui apparaît il faut toujours demander aux gens, parce que nous on a l'impression, on projette des choses, mais en fait ça ne correspond pas toujours à ce que vivent la réalité des personnes qui présentent ces symptômes. Donc je lui ai dit mais j'ai l'impression que est-ce que c'est pas trop angoissant? Ah si, je voudrais me jeter par la fenêtre. Alors, elle en était bien incapable parce qu'elle ne pouvait pas se lever de son lit. Puis je lui ai demandé l'autorisation de lui raconter. Comme je savais qu'elle avait été déstabilisée par la mort de son mari, je lui ai dit est-ce que ça vous arrive de voir votre mari? Et c'est là qu'elle m'a jeté un regard noir en disant mais, je suis pas folle. Enfin, elle l'a pas dit, mais j'ai bien senti qu'elle me disait mais, je suis pas folle. Et je lui ai demandé l'autorisation de lui raconter 2 histoires. Donc je ne vais pas raconter en détail ces 2 histoires, elles sont dans le livre. Des histoires où je demandais aux patients qui voyaient des proches des décédés qui ont eu la sensation que ces proches venaient les accueillir, par exemple. Et en fait, cette dame, donc après j'ai laissé cette dame, elle était beaucoup plus tranquille, elle avait accepté un médicament pour apaiser un petit peu son angoisse, parce qu'elle était dans un état, une angoisse qui l'a dépassé complètement, qui l'a débordé complètement. Et après j'ai su que par sa fille, elle est morte très peu de temps après, et j'ai croisé sa fille qui m'a dit mais elle était très paisible, puis elle n'arrêtait pas de parler avec mon père. Comme quoi, voilà. Comme quoi c'est vrai que c'est l'espace qu'on ouvre. Enfin, c'est l'espace moi je lui ai pas demandé de me dire elle m'a dit non je vois pas, mais enfin elle m'a exprimé par son attitude qu'elle elle voyait pas son mari, mais une fois qu'on a échangé un petit peu, que j'ai évoqué des situations, elle a pu accueillir et se dire qu'elle n'était pas folle de voir son mari, qu'elle pouvait peut-être voir son mari. Voilà. Pour en revenir à cette façon dont le regard qu'on a sur les personnes, vous dites, au-delà de l'apparence d'une vieille femme qui ne peut plus manifester ou à peine les qualités qui ont longtemps été les siennes dans son gant de vie terrestre, qualités intellectuelles, affectives, spirituelles, humaines, maternelles. Quand vous alliez voir votre mère, vous lui montriez parfois des photos de nouveaux arrière-petits-enfants, presque jusqu'à son dernier jour. Elle va se montrer émue par la vue des tout petits. Et vous dites un peu plus loin, quand je suis auprès d'elle, j'ai l'occasion d'apprendre à accepter d'entrer littéralement dans une autre dimension de temps. Je dois tout lâcher
pour quelques instants ou plus longtemps, lâcher toute considération d'efficacité, de rentabilité, d'objectif à atteindre. Il faut lâcher prise. Parfois, j'ai la sensation auprès de ma mère d'être littéralement dans un temps suspendu. Le faire n'y a plus cours, seul importe l'être. C'est ça surtout que ça nous apporte, ces fins de vie. C'est des temps suspendus. Entre autres. Pas que. Entre autres. J'essaie d'évoquer justement plein de choses différentes, mais ça peut être une opportunité, une pression. Enfin, selon les personnes, hein, il peut y avoir des choses, des situations très difficiles qui vont. Et la fin de vie va être une opportunité que ça se dénoue un petit peu, que ça s'ouvre un peu, une tolérance qui émerge. Donc ça peut être très varié. Ça peut être très très varié, mais ça peut être entre autres un temps suspendu. Mais tout le monde ne va pas vivre ça. Bien sûr et c'est un temps sur lequel on ne reviendra pas. C'est-à-dire que ce qu'on a vécu à un certain moment avec des gens qui vont partir, si ce qu'on n'a pas fait à ce moment-là, on ne peut pas revenir dessus. C'est-à-dire que c'est un temps autant il est suspendu pendant le moment où on le vit, autant après on ne peut pas le changer. C'est vraiment, il n'y a pas de retour en arrière. Moi, c'est ce que je dis beaucoup, c'est que selon le regard qu'on porte sur le passé ou sur ce qui a pu être vécu, on peut là aussi ouvrir son regard. Parce que j'ai beaucoup de gens qui me disent « Ah, mais si j'avais lu votre livre avant », on dit ça pour le premier, pour le deuxième, on me le dit aussi maintenant. Mais sauf que si j'avais lu votre livre avant, j'aurais pas accompagné ou j'aurais vécu les choses différemment. Et ce que je dis dans le deuxième livre, parce que il y a tout un chapitre de questions et de réponses, j'évoque cette question, mais pourquoi est-ce que j'ai pas lu votre livre avant, ou j'aurais dû, quelles que soient les choses difficiles qu'on a dans l'existence, ce qui m'est apparu petit à petit avec les années, c'est que, et ma pratique, c'est que notre regard peut toujours évoluer, peut toujours s'ouvrir, hein, et on peut toujours découvrir que ça s'est passé comme ça, c'est une donnée de ma vie, c'est une donnée. Comment est-ce que je peux l'accueillir? Comment est-ce que je peux... Il y a quelque chose... Donc c'est une opportunité d'ouvrir l'espace en soi pour accueillir cette dimension qui n'est pas forcément une dimension facile, quelque chose de facile à accueillir, mais il y a une opportunité d'accueillir. On peut toujours se faire des reproches, mais le passé, on n'y peut plus rien. Le passé, on ne peut plus rien faire, effectivement. On ne peut rien faire pour le passé. L'avenir, on ne le connaît pas, mais le présent, qu'est-ce que je fais du présent maintenant? Comment est-ce que je me situe avec ce passé-là et avec cet avenir que je ne connais pas? Comment est-ce que je me situe aujourd'hui, maintenant? Et ça, on peut toujours le travailler maintenant, juste maintenant. Comment est-ce que je vis avec ce passé que j'ai, hein, qui peut être un passé très douloureux, où je me fais des reproches, mais chacun de nous fait toujours du mieux qu'il peut. Donc ça, c'est quelque chose aussi que j'ai découvert, que j'évoque dans mon premier livre, mais c'est que cette découverte que j'avais faite, que chacun de nous fait toujours ce qu'il peut, puis chacun de nous recherche toujours le bonheur, recherche toujours à être heureux. Le bonheur, peut-être pas, je formule peut-être pas comme ça, mais même le pire criminel essaye d'être mieux, d'être mieux intérieurement. On cherche toujours. Donc, chacun de nous. Une des questions qu'on vous pose dans ce livre, à la page 93, c'est une femme qui vous dit « Mon mari est mort en réanimation avec des tuyaux partout. Cette image me revient en boucle et avec elle toute la détresse qui pour moi l'accompagne. » C'est-à-dire le fait de ne pas être là quand les gens meurent, ça c'est encore autre chose. Ça c'est encore autre chose. Ouais. Mais c'est vrai que en réanimation, c'est des services très très techniques. Et puis il y a des images qui peuvent être... difficiles, qui peuvent être comme disait cette patiente, cette femme, c'est tous les tuyaux, c'est tous les tuyaux, c'est une image qui lui est insupportable. Alors ce que j'évoque beaucoup, et pour l'avoir pratiqué moi-même, hein, je donne deux outils, hein, qui marchent ou pas, mais moi qui m'ont aidé. C'est d'une part de chaque fois qu'il y a cette image insupportable qui vient, c'est d'avoir faire venir une autre image, une image qui est plus heureuse de la personne. Et alors on peut éventuellement, si on a une photo de la personne, une photo qu'on aime bien, d'avoir cette photo, mais c'est un vrai travail, hein, c'est pas repousser la vision, cette vision pénible, mais c'est amener à côté, ou amener dans notre esprit une autre image, une image heureuse. Donc ça c'est vraiment un travail.
Et c'est, encore une fois, c'est surtout pas chercher à repousser, dire non, 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 il ne faut pas que je vois ça. Dès qu'on repousse, ça prend plus de force. Donc c'est d'une part ça, puis d'autre part, j'évoque ce qui apparaît aidant, c'est d'avoir une bougie allumée. Parce que la flamme d'une bougie, c'est quelque chose de vivant, c'est quelque chose qui est comme une sorte de pont entre différents, même si on n'y pense pas, hein, c'est de fait, c'est une espèce de pont entre différents plans de vie. Donc et puis c'est une bougie pour cette situation, sans y mettre une intention particulière, je ne dis pas de méditer. Oui, c'est un feu, c'est juste, voilà. C'est une lumière. C'est une lumière, c'est une lumière, c'est une lumière vivante. Si on n'a pas, si on est soi-même en maison de retraite, on est dans un lieu où on ne peut pas avoir de bougie, on peut avoir une photo de bougie. Hein, c'est déjà ça, hein, ça évoque déjà, c'est un symbole. Une autre question qui m'a semblé bizarre dans le livre, mais une autre question, j'ai entendu dire dans un séminaire que la maladie d'Alzheimer était une sorte de fuite pour les êtres qui n'ont pas voulu se laisser interpeller par la question de la mort. Qu'en pensez-vous ? Alors là, j'y réponds aussi assez, enfin, je prends le temps de répondre parce que c'est quelque chose qui me choque beaucoup, en fait, contre quoi je m'élève très vivement. C'est pas chaque fois qu'on a il me semble que chaque fois qu'on dit ah ben oui c'est pour ça, c'est parce qu'il a fumé ou c'est parce qu'il a psychologiquement il n'a pas jamais voulu ceci ou cela, ou il n'a jamais fait attention, ou elle a toujours refusé telle chose, c'est pour ça que ça me paraît toujours réducteur. Peut-être qu'il y a cette dimension-là, peut-être pas, ça appartient à la personne, et c'est de toute façon réducteur de rapporter à un élément. Et puis imaginez, vous avez vous comment sentiez que vous perdez pied petit à petit, parce qu'en général les gens qui sombrent dans un Alzheimer, d'abord l'Alzheimer c'est une étiquette qui est mise sur beaucoup de choses différentes, et puis les gens très souvent sont conscients de petit à petit, les choses leur échappent. Et imaginez que vous ayez entendu ça à un moment donné, vous ayez entendu ça, et en fait vous avez fait tout un chemin, vous avez dans votre vie, vous avez fait des séminaires par exemple sur la fin de vie, vous avez réfléchi, vous avez lu, alors je me suis pas assez confrontée à ça. Mais qu'est-ce que c'est un tel jugement? Non, mais ça c'est une question. Moi je m'étais posé la question si les gens qui avaient un Alzheimer continuaient à avoir la foi. Et on m'a dit que non, on m'a dit qu'ils perdaient même ça. Mais la foi, qu'est-ce que c'est que la foi? C'est dans l'être. Tout ça, c'est qu'on mélange ce gant dont on se retire donc l'Alzheimer, c'est dans le déclin cognitif, enfin cette perte des capacités intellectuelles, mentales, morales, psychiques, c'est dans le gant. Ça, mais l'être est beaucoup plus profond que ça. L'être, c'est la dimension de vie avec des capitales. Donc on est dans complètement une autre dimension. Et on lâche tous ces éléments de psychologie, d'émotionnel, tout ça on le lâche. Même le sentiment, on le lâche. On va dans quelque chose de beaucoup plus profond, de beaucoup plus intérieur. Troisième partie de cet Au-delà du miroir sur l'antenne d'IDFM sur le 98 de la bande FM avec le docteur Constance Yver-Hellaume au sujet de son livre Au-delà du dernier souffle avec une préface du docteur Yasmine Liénard aux éditions du Souffle d'Or, collection Chrysalide. Alors sur les morts ratées, je trouve ça extraordinaire. Bien sûr, il y a des morts par le siège comme il y a des naissances par le siège. Compliqué, difficile. Est-ce qu'une mort peut être ratée? C'est un petit peu ce que... Il y a des naissances par le siège, compliquées. Donc il y a quelqu'un qui se suicide, c'est quelque chose de... C'est compliqué. Si on admet c'est une mort par le siège. Une mort par brutale, par un assassinat, c'est quelque chose qui peut être compliqué, ou durant la guerre, on est pris dans une explosion, ou je sais pas quoi, dans un bombardement, ça peut être compliqué, parce que si on admet d'autres plans, ou si on perçoit d'autres plans, il y a des gens qui errent, mais en tant que... et là, c'est quelque chose que j'ai expérimenté, mais si vous voulez, en tant que...
être sur Terre, hein, incarné encore dans un gant, enfin, selon le regard qu'on porte sur les situations. On ouvre l'espace pour ces êtres. Ces êtres qui sont un peu en errance, hein, qui sont un peu en pas forcément en errance, mais qui sont en détresse au-delà de la mort. Qui sont en détresse. Ils ne sont pas vraiment partis. Soit ils sont encore dans ils sont un plus plan. dans leur gant. Ils sont plus dans leur gant. Ça y est, ils sont plus dans leur gant. Mais ils sont paumés. Ils sont paumés. Mais ils sont paumés. Mais si on par exemple, et pour moi, ce qui est fondamental, c'est la gratitude. C'est la dimension de gratitude qu'on peut avoir. Si on est dans un plan de gratitude, alors on admet que leur vie a eu un sens, que leur mort a eu un sens, telle qu'elle était. Et on leur donne un souffle, on leur donne ils ne sont pas morts en vain, quel que soit le type de mort qu'ils aient eu. Et du coup, on leur offre quelque chose, et soi-même, on s'offre quelque chose. On leur offre un repos, peut-être quelque part, si on les reconnaît comme étant ce qu'ils sont. En tout cas, la gratitude, pour moi, est un plan, mais vraiment extrêmement fondamental. C'est quelque chose de très, 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 très puissant, la gratitude. La gratitude, ça ne veut pas dire qu'on comprend ceci ou cela, et que mais en tout cas, c'est une dimension de vie très très profonde, c'est une dimension d'amour, la gratitude. C'est vrai. Mais ça ne veut pas dire j'aime et tout ça, c'est merci. C'est merci. Merci, oui, ça veut dire reconnaître qu'on reçoit. Reconnaître qu'à travers le suicide d'un proche, on reçoit quelque chose, on reçoit une opportunité de s'ouvrir, de se remettre en question, on reçoit plein de choses, Et donc, merci. Il y avait une autre citation de Lao Tzu. Si vous êtes déprimé, c'est que vous vivez dans le passé. Si vous êtes anxieux, c'est que vous vivez dans le futur. Et si vous êtes en paix, c'est que vous vivez dans le présent. Posez-vous la question, auditeur, auditrice, où est-ce que vous êtes en ce moment? Et pour être en paix, qu'est-ce qu'on fait alors? Docteur Constance Hiver-Ellaume, qu'est-ce qu'on fait? Il y a plein de sortes d'outils, mais en tout cas, à chaque fois qu'on prend conscience, c'est ce que je dis très souvent justement à des familles, mais qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va lui arriver? Mais vous vous rendez compte, étant donné tout ce qu'il a fait, ou tout ce qu'il a, justement, il a toujours évité de fumer, et pourtant il a un cancer du poumon, mais si, attendez, le passé, il est passé. Ou alors j'ai toujours fait très attention à la façon dont je mangeais, dont je me comportais et tout, et vous vous rendez compte, j'ai quand même ceci ou cela. Et c'est pas juste, c'est pas... Ok, le passé est passé. On ne sait pas pourquoi on a ça maintenant. On peut pas... on va peut-être décrypter certaines choses, mais on ne connaît pas tous les éléments. C'est beaucoup trop complexe. Non, mais il faut quand même connaître le passé pour éviter de reproduire les mêmes choses dans l'avenir. On le sait. Qui ne connaît pas le passé ne peut pas trop se projeter dans l'avenir. Qui ne connaît pas l'histoire. Oui, mais quand on est quand on se déprime, vous voyez, à l'idée du passé, on n'y peut rien. On ne peut pas changer le passé. Ça ne veut pas dire nier le passé. Mais quand on se déprime, c'est qu'on n'est pas là. Donc, quand on est... Ou alors, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va m'arriver? Oui, ou qu'est-ce qui va se passer pour le mari qui reste, il va la suivre. Voilà, mais qu'est-ce qui va se passer? Et là, on est dans le futur et on ne connaît rien du futur. Le mari va peut-être mourir avant nous. Il va peut-être mourir tout à l'heure. Alors, vous avez cette phrase de Jung qui dit que nous ne guérissons pas de nos maladies, ce sont nos maladies qui nous guérissent. Et si on en meurt, alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est toujours des opportunités. Les maladies sont toujours des opportunités de quelque chose. Même la maladie grave. Et là, justement, j'évoque par exemple c'est dans le début, hein, quand je parle des crises existentielles, l'exemple d'une jeune maman qui avait 3 enfants encore mineurs et que j'ai vu tout à fait, on m'a demandé de la voir, elle était tout à fait en fin de vie. C'était 2-3 jours avant sa mort. Et elle était très très angoissée à l'idée de laisser ses enfants et de leur faire subir par sa mort qu'elle sentait venir, de leur faire subir quelque chose de si douloureux. Du coup, je l'ai écouté et tout, puis je lui ai dit, mais est-ce que vous vous souvenez de situations qui ont pu être très difficiles pour vous dans votre enfance, votre jeunesse, votre vie? Est-ce que vous vous souvenez de situations qui ont été très dures, puis vous avez pris conscience que finalement ça vous avait fait mûrir? Alors il m'a dit oui. Alors, je lui ai dit, est-ce qu'il y a un petit quelque chose à l'intérieur de vous qui pourrait avoir, qui a l'intuition que ce que vos enfants sont en train de vivre avec votre fin de vie, et voir votre mort, que ça pourrait être une opportunité pour eux de maturation. Alors il m'a dit oui.
voilà, qu'elle pouvait en avoir vaguement l'intuition. Je lui dis, est-ce que vous auriez la capacité de dire à vos enfants que votre détresse, de leur dire que vous êtes désolé, que c'est très dur pour vous, que vous êtes vraiment très triste de sentir qu'ils vivent quelque chose de très difficile et que peut-être, si avec votre mort, si vous mourrez, vous allez leur infliger quelque chose de très très dur, mais que vous avez confiance pour eux, que vous avez confiance qu'ils vont grandir. Est-ce que vous pouvez vous relier un tout petit peu à cette confiance? Et il m'a dit que oui, ça elle pouvait le dire. Et cette dame qui était extrêmement angoissée quand je l'ai vue, elle est devenue très paisible et a eu une sérénité que vous ne pouvez pas envisager avant. Et alors elle a vécu encore 2-3 jours, moi je ne l'ai pas revue, mais, parce que j'étais plus... voilà, moi je ne l'ai pas revue, mais peut-être qu'elle a traversé encore des moments d'anxiété ou d'angoisse par rapport à ses enfants, mais néanmoins elle a pu accueillir. Vous voyez que elle a pu accueillir la fin de sa vie comme il y avait un sens. Elle donnait une opportunité à ses enfants de maturation. Ah oui, elle a pu lâcher le gant et le gant c'était ses enfants. Et puis elle a regardé autrement. Vous voyez, elle a regardé autrement. Elle a vu autrement elle a vu un peu autrement, pas complètement. On voit jamais tout le dessin de la tapisserie de la vie, mais elle a vu que ah oui, ses enfants allaient recevoir quelque chose. Ils n'allaient pas seulement recevoir de la détresse, mais aussi recevoir une opportunité de croissance, une opportunité de maturation. Donc ça, ça va nous amener sur la fin du livre, sur le Je vous salue Marie, que vous récitiez un peu d'une manière, comment dire, automate, et que vous avez décrypté. Oui, parce qu'on me demande souvent, en fait, j'ai mis ça dans le chapitre des questions et réponses, parce qu'on me demande très souvent si vous êtes croyante. Si je suis croyante. Alors je réponds très brièvement, parce que chaque fois qu'on me demande ça, c'est dans des entretiens où finalement les gens sont en train de vivre des choses difficiles, il y a des choses qui les interpellent profondément et qu'ils ont besoin d'un échange. Il y a un échange qui se fait avec moi. Et je sens toujours que si je prends le temps d'une réponse élaborée, ça va les détourner finalement de ce qui est en chemin pour eux, ce qu'ils sont en train de travailler. Donc là, dans ce livre, je prends le temps d'une réponse plus élaborée. Et ce que je dis, c'est que... voilà. Et dans le cadre de cette réponse, j'en profite pour évoquer une expérience personnelle avec la prière de « Je vous salue Marie ». Donc ce que je dis quand même dans la réponse, je dis que il y a une vie que je ne peux pas actuellement, depuis assez longtemps, j'ai pris conscience que je ne peux pas vraiment me relier que je suis de culture chrétienne, mais parce que c'est l'éducation que j'ai reçue, et puis que j'ai vécu en France, je suis née en France, et que voilà, c'est la culture dans laquelle j'ai été baignée, mais je ne peux pas vraiment me relier à une église particulière, parce que je me rends compte que les dogmes, je me situe pas dans des dogmes. Par contre, la prière Je vous salue Marie, j'ai souhaité l'apprendre. Moi, j'ai reçu une éducation protestante, donc Je vous salue Marie, on l'apprenait pas. J'ai souhaité l'apprendre il y a quelques dizaines d'années, et je le récitais en boucle, mais c'était Je vous salue Marie, mais ça veut dire quoi? Marie, où? C'est qui? C'est quoi? Enfin, où? Enfin, je le récitais un peu. Tous les jours, plusieurs fois, c'était... Et puis un beau jour, tout en chantant, j'avais appris l'Ave Maria de Gounod, donc qui est le Je vous salue Marie, et comme je chantais à tue-tête dans la voiture, puis tout à coup c'était Je vous salue Marie, mais en fait c'est une dimension intérieure, Marie. Donc tout à coup c'était à l'intérieur de moi, c'était Je me salue moi-même, je me salue moi-même, cette dimension qui est beaucoup plus vaste que la petite Constance, puisque c'est mon prénom. C'est beaucoup plus vaste que ça. Donc je me relie à une dimension extrêmement vaste, et toutes les phrases de cette prière ont pris une connotation complètement différente, complètement autre. C'est ce que j'essaie de partager, parce qu'après je me suis rendu compte que finalement j'ai vécu cette expérience, puis je peux retrouver quand je récite cette prière, mais c'est des prières d'autres traditions, des prières soufis, des prières musulmanes, des prières bouddhistes, j'y retrouve la même chose. Je retrouve c'est toujours cette dimension qui est évoquée, une dimension intérieure très très vaste, qui dépasse complètement la petite personne. Et voilà, donc ça c'est que... Non, mais c'était intéressant aussi le fait
Il y a un médecin qui vous dit que c'est bien de chantonner aussi. Alors ça c'est autre chose, non c'est pas un médecin, c'est quelqu'un que je n'ai pas rencontré, c'est un moine bouddhiste vietnamien qui s'appelle Thich Nhat Hanh, et c'est une amie gériatre qui m'avait qui m'avait prêté un livre de lui. C'est un homme qui a beaucoup écrit, moi je ne l'ai pas rencontré. Mais, et dans ce livre que j'avais pas lu en entier, mais il y a une petite, il a écrit une petite, une sorte de prière qu'il avait pour un moine, de sa communauté, qui était qui arrivait en fin de vie. Et il a dit c'est quelque chose qu'on peut chantonner comme ça auprès de la personne, et que moi j'ai utilisé beaucoup quand j'étais auprès de ma mère, parce que les dernières heures j'ai eu la chance d'être auprès d'elle. Enfin, c'était harmonieux que j'y sois, et j'ai beaucoup chantonné, et je me rendais compte que c'était une aide à la fois pour elle, mais aussi pour moi-même. Pour vous, c'est voilà. clair. C'est pour se relier, mais c'est aussi pour ça me permettait aussi d'être plus attentive sans perdre la conscience, tout en étant attentive à ce cocon qui se déshabitait. Donc en étant attentive à aider, à faire ce qu'il ne soit pas trop inconfortable, ce cocon. Je massais un petit peu ma mère, je lui donnais je lui humectais un peu les lèvres, ou je ne sais plus très bien ce que j'ai fait, mais et en même temps d'être très attentive à ce qui se passait sur d'autres plans. Donc cette prière de Thich Nhat Hanh, vous la retrouverez à la page 70 et 71 de ce livre Au-delà du dernier souffle, aux éditions Le Souffle d'Or, du docteur Constance Yver, YVER-Elaume, E2LE-AUME. Vous auriez un mot pour terminer l'émission? Peut-être rappeler la phrase, ce que la chenille appelle la fin du monde, oui. De là au-dessus. Et le maître l'appelle papillon. L'appelle un papillon, oui. C'est que toutes les situations, aussi terribles nous semble-t-elle, c'est toujours quel regard. Quand elles nous paraissent terribles, c'est une invitation à ouvrir notre regard. En tout cas, c'est à chaque situation, quand elles nous paraissent très difficiles, c'est des choses qu'on porte en soi. C'est autant de petits moteurs, si vous voulez, qui nous poussent à chercher à être plus confortable. Et donc à voir que même dans les situations désespérées, qui nous paraissent désespérées, il y a un papillon qui est en train de se former. Absolument. Je vous remercie, docteur Yver Elaume. Merci beaucoup. Merci à vous.